Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Tout mon soutien en préambule à tous les sinistrés évacués et aux pompiers aussi qui luttent contre les méga-feux actuellement en Gironde, dans les Landes et dans le Var et un peu partout. Donc voilà. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'épisode 2, si vous voulez, la deuxième partie sur la langue anglaise, l'histoire de la langue anglaise, et donc c'est le Middle English ou moyen anglais parlé entre le XIIe et le XVe siècle. Donc j'ai intitulé le sous-titre La francisation de l'English, donc aussi appelé Old English, vieil anglais ou encore anglo-saxon, qui était donc parlé en Angleterre entre le 5e et le 12e siècle, hein, après l'installation des Angles, des Saxons et des Jutes au milieu du 5e siècle. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo précédente de la partie 1. Nous, on va s'atteler aujourd'hui à voir comment évoluer euh, l'anglais entre le XIIe et le XVe siècle, donc une bonne partie de l'anglais médiéval, et on va voir que c'est un anglais qui s'est francisé de manière très importante, surtout après la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, aussi appelé Guillaume le Conquérant. La conquête de l'Angleterre est rapportée, ou en tout cas brodée, sous la forme de la très célèbre tapisserie de Bayeux, qui se trouve sur la droite de votre écran. Un des ouvrages majeurs dont on va parler de la littérature anglaise de cette période-là, l'ouvrage par excellence du Middle English, c'est The Canterbury Tales, donc les contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer à la fin du XVe siècle. On verra que c'est vraiment un monument de la littérature anglaise. Donc, bienvenue à vous ou bon retour sur la chaîne Aka Lingo Story, qui est donc consacrée à la magie des langues, à l'histoire des langues et à l'histoire tout court et leur interaction respective. Alors, si vous avez envie, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé son contenu, à vous abonner pour me soutenir ou si vous êtes déjà abonné, euh, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant de la nouvelle vidéo qui va sortir d'ici peu. Alors, petite introduction historique. Donc, il faut bien comprendre que si cette langue anglaise est francisée, eh bien c'est, encore une fois, la langue et l'histoire sont intimement liées. Donc, ici, ça va être un fait historique qui va donc avoir des conséquences au niveau linguistique. Alors, l'année phare pour l'Angleterre médiévale, c'est 1066 et la conquête normande par Guillaume de Normandie ou Guillaume le Conquérant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 1066, on est à la fin du règne du roi anglais, Édouard le Confesseur,
un roi anglais qu'il faut préciser. Il a été 30 ans en exil en Normandie durant le règne précédent du grand roi danois Knut le Grand. Donc, il a tissé beaucoup de liens et beaucoup d'affection avec la Normandie. Et donc, il va décider de donner la couronne d'Angleterre à Guillaume, duc de Normandie. Et jusqu'en 1064, tout allait bien, même un des principaux chefs en Angleterre qui s'appelait Harold Godwinson, euh, eh bien, selon la tapisserie de Bayeux, évidemment, il il est allé en Normandie lui rendre hommage. Il faut bien se rendre compte que c'était très important. C'était un acte très fort on est dans la féodalité, donc de seigneur à vassal. Donc, je te reconnais comme mon roi. Sauf qu'en 1066, lorsqu'Édouard le Confesseur meurt, eh bien, Harold Godwinson, eh bien, il va se parjurer, en fait. Il va renier son serment, ce qui était très grave à l'époque, et il va se dire, bah, finalement, le royaume d'Angleterre, c'est pour moi. Alors, vu les nouvelles, Guillaume le Conquérant, lui, va essayer de récupérer son trône légitime, hein, que ben, finalement Harold Godwinson peut être vu comme un usurpateur ou tout du moins limite un traître, si vous voulez, et donc d'où cette conquête. Alors en plus, en 1066, euh, l'Angleterre doit faire face à une attaque des, des Scandinaves, puisque Harald Hroðsurgursson, ou Hardrada, donc ce qui peut se traduire par le dur dirigeant, celui qui gouverne sévèrement, il décide d'envahir l'Angleterre près de la ville de York, dont il fait la conquête, à l'été 1066. Seulement, il va se dérouler une bataille très importante qui s'appelle Stamford Bridge ou Stamford Brua. Et à cette bataille, eh bien, les Anglo-Saxons triomphent. Harald Hardrada est tué et ce qui met fin à la période qu'on va appeler viking par la suite, donc entre 793 donc, et le sac du monastère de Lindisfarne et 1066. Alors, si les Saxons sont vainqueurs, eh bien, ils sont affaiblis. Et ça, Guillaume le Conquérant va en profiter puisqu'il va débarquer fin septembre dans le Sussex, parce qu'il sait très bien aussi que c'est le domaine, le précaré, si vous voulez, d'Harold Godwinson. Donc, eh bien, il va débarquer là-bas. Et comme vous le savez, peut-être, il va être vainqueur de l'armée anglo-saxonne à Hastings le 14 octobre 1066. Et donc c'est une date assez importante dans l'histoire de France, d'Angleterre et de l'Europe. Harold est tué, comme on le sait, en tout cas ce que montre la tapisserie de Bayeux, par une flèche dans l'œil. Donc les Anglo-Saxons sont battus et donc Guillaume le Conquérant
devient roi d'Angleterre. Et les conséquences directes, eh bien, c'est que pour administrer son royaume, eh bien, il faut mettre en place ses hommes, une administration, et donc toutes euh, les, les hauts fonctions de la couronne vont être occupées par des fidèles de Guillaume le Conquérant, principalement des Normands, et ça va aussi creuser linguistiquement un sillon entre euh, l'élite qui parle donc le vieux normand, une variante du vieux français, et la population qui parle toujours l'Old English, le vieil anglais germanique. Alors donc, le normand ou l'anglo-normand, qui est une forme intermédiaire, va devenir la langue officielle du royaume d'Angleterre, soit pour les périodes la plus basses, on peut commencer à Hastings, 1066. Parfois, on peut commencer au XIIe siècle parce que le vieil anglais n'a pas tout de suite été remplacé dès 1066. Ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, au bas mot, pendant 2 siècles, la langue du royaume d'Angleterre jusqu'en 1362, ça va être le vieux normand, l'anglo-normand ou le français en général. Donc, une teinte très française. Et ça se voit encore aujourd'hui avec, eh bien, sur le blason de la couronne d'Angleterre, hein, les armoiries d'Angleterre, vous avez la devise française Dieu est mon droit. Alors très probablement Dieu est, E-S-T, mais c'est écrit E-T. Vous avez un des ordres de chevalerie toujours actuel, et c'est le plus prestigieux outre-Manche, c'est l'ordre de la Jarretière. Alors, le nom peut faire sourire, il y a un côté peut-être rigolo ou érotique, et on se dit, bah, c'est typiquement de nos voisins anglais. Donc, l'ordre de la Jarretière ou l'Order of the Garter, c'est un ordre de chevalerie qui est très sérieux, très prestigieux encore aujourd'hui. Alors, pourquoi ça s'est appelé comme ça? Comment il a été créé? Il a été créé au XIVe siècle sous le règne d'Édouard III. Et selon ce que l'on raconte, eh bien, lors d'un bal, une comtesse ou une duchesse de Salisbury aurait fait tomber sa jarretière et, en bon gentleman, en galant homme, le roi Édouard III l'a ramassé et lui a remis. Et ça a donné la devise d'ailleurs de l'ordre de la jarretière, aussi en vieux français, honni soit qui mal y pense. Donc honni, c'est une ancienne forme du verbe haïr. Donc en gros, celui qui médit, celui qui pense mal de cette pauvre comtesse ou duchesse, eh bien, il a tout faux. Rappelons que Édouard III a déclenché quelque part la guerre de Cent Ans parce que tout simplement, par sa mère et surtout son grand-père, Philippe IV le Bel, eh bien, il était de sang français. Alors, on a donc une Angleterre et une langue anglaise qui va devenir très française à peu près entre 1066 ou 1150, je vais prendre les deux dates, jusqu'en 1362. Donc, c'est l'anglo-normand, la langue qui va façonner en grande partie l'anglais d'aujourd'hui qui s'impose. Donc, l'anglo-normand, c'est le vieux dialecte normand, qui est une forme de vieux français, qui a été mélangé avec ce qui existait déjà pour donner une langue
un peu hybride, mais à forte consonance, pardon, française. Et d'ailleurs, si on regarde la répartition étymologique actuelle de l'anglais, des mots anglais, eh bien, 1066, c'est un tournant, hein, parce que aujourd'hui, 29 à 40%, hein, ça dépend des sources, du vocabulaire anglais est d'origine française. Et si on rajoute même le latin, eh bien, on est déjà à 60%. Vous voyez que par rapport à l'anglais germanique natif, c'est plutôt 25-33%. Alors moi, j'ai trouvé une source qui chiffre le nombre de ces mots issus de l'ancien normand introduits en anglais après 1066 à 3500, mais vous pouvez aussi entendre des estimations très hautes comme 10 000. Euh, mais l'un ou l'autre, c'est assez massif, ce qui explique, hein, que beaucoup de mots sont communs entre nos deux langues. Alors, je voulais vous donner un exemple de ce anglo-normand ou du normand qui est devenu un mot anglais. C'est par exemple le mot vintage. Le mot vintage, en fait, c'est une anglicisation du normand vendange avec un i, qui est lui-même, en fait, la forme dialectale normande de vendange. Donc, à l'origine, vintage désigne les vendanges, hein, et on peut voir ça comme quelque chose lié au vin et à un millésime à la base. Alors, il y a beaucoup de mots, justement, issus du français qui ont été anglicisés et qui, ironiquement, sont revenus par effet boomerang en français. Par exemple, le mot suspend, être en suspens, du verbe suspendre, être dans l'attente, ça a donné, bien sûr, suspense. Et on a gardé la forme anglaise suspense encore en français. Si vous prononcez euh, le verbe français se rendre avec un accent anglais et très vite, eh bien, se rendre va donner surround to surrender. Surrender, surround, ça vient de là. La bougette, qui était une sorte de petite bourse, de petit sac en cuir, un peu comme une besace, eh bien, est l'origine du mot anglais budget, qui est revenu en français budget. Donc, vous voyez que les langues, elles voyagent et elles se mélangent. Alors, comme je vous l'expliquais, les conquérants normands, ils vont imposer forcément leur langue parce que la langue, c'est un outil de communication, d'administration, mais c'est aussi un outil de domination. Donc, du coup, eh bien, euh, la langue de l'élite, la langue de l'administration, de tout ce qui est institution, religion, etc., eh ben, tout ça, ce sont des mots d'origine française. Euh, Par exemple, tout ce qui est militaire, euh, comme general, constable, ça vient du vieux français connétable, colonel, duke, ça vient du duc, duchess pour la duchesse, count, countess, viscount, viscountess, baron, baron en masculin, baroness, la baronne, le sénéchal, bailiff pour le bailli, qui étaient donc des officiers administratifs dans les provinces. L'anglais a gardé la vieille prononciation du
vieux français dans lieutenant, hein, on écrit lieutenant, mais on prononce lieutenant. Et chief, par exemple, ça vient du vieux français chef, qu'on retrouvait dans dére-chef, couvre-chef, c'est-à-dire littéralement la tête, etc. On pourrait ajouter council, council, le conseil, etc., etc., etc. On verra qu'il y en a beaucoup de mots qui ont été introduits. Alors justement, il y a une distorsion un peu politico-linguistique entre cette classe dirigeante, cette aristocratie normande, et la population qu'il dirige, qui, elle, parle bah, un vieil anglais germanique. Et ça se voit euh, notamment, un exemple très flagrant, c'est le nom de l'animal à consonance germanique anglaise et le nom de la viande qui est noble, etc., à consonance française. Par exemple, ici, si je prends le bœuf, l'animal c'est ox, que vous avez dans les langues voisines, hein. En vieil anglais c'est oxe, en suédois actuel c'est ox avec un X. En danois et en norvégien, il n'y a pas de X, donc c'est avec KS, ox, ou oxe en allemand avec CH. Mais si on regarde côté français, la viande, comment on dit ça? C'est du bœuf et ça a donné beef. Le mot beef pour la viande de bœuf est d'origine française. C'est pareil pour le veau. Donc le mot c'est veal en anglais, ça vient du veau. Or, l'animal qui le produit, soit la vache, soit le veau, hein, se dit cow et ses dérivés ou calf, calve. Par exemple, faux en vieil anglais, cou en néerlandais, cou en allemand aussi, ku, ku en norvégien, en suédois ku, en danois ko, etc. C'est la même chose pour le mouton, c'est plutôt sheep, schaap, Schaap, Schaaf. En alsacien, dans mon dialecte, c'est Schof, comme en bavarois, Schof. Donc, alors que, bah, figurez-vous que la viande de mouton, alors ça peut être lambe ou lamb, donc l'agneau, mais c'est aussi, on retrouve en anglais mutton, qui vient donc du mouton en français. Idem pour le cochon, le porc. Le cochon se dit pig, ou plus germanique, swine. Alors, si aujourd'hui le mot swine a plus une connotation péjorative, hein, la même qu'en français, pour désigner un homme qui a pas de bonne manière, hein, un porc, un cochon dans le sens négatif, bah vous l'avez aussi dans le sens du mot anglais swine, qui peut se traduire aussi, désolé pour le gros mot, par salaud. On retrouve ça dans la même famille avec le bas allemand Swin, l'allemand Schwein. Euh, dans les langues nordiques, c'est Svin. En néerlandais, c'est Swine. Et même dans les langues slaves, on a le polonais Swinia, le russe Swinia et le proto-ouest germanique Swin. Et par exemple, dans mon dialecte, en alsacien, le cochon, c'est soy. Et bah, figurez-vous que ça a même une racine avec le proto-indo-européen sou, qui a donné aussi le latin suinius. Suinius, pardon. Idem pour, et donc la viande hein, du cochon, c'est pork, avec un K, qui vient donc de porc, avec un C en français.
Idem pour la volaille, on a poultry, c'est le terme générique pour volaille. Là, ça vient de poule, poulet, poulailler, etc. Alors que dans les langues germaniques, la poule et le coq va se dire plutôt hen, han, hun, hun, henne, henna, hanne, etc. Du proto-germanique hanyo qui a la même racine que le mot chant, chanter, enchantement, canto, cantare, cantar, encanto, etc. Donc, chanter. Or, le coq et la poule, ça chante, surtout le coq. Donc, vous voyez qu'il y a, c'est un exemple vraiment pragmatique et pratique de cette distorsion entre les élites normandes qui parlent entre guillemets le français et la population qui est restée linguistiquement germanique. Alors justement, il y a beaucoup de mots normands ou français, entre guillemets, qui ont éclipsé des mots anglo-saxons. Par exemple, le gardin ou le jardin en normand a donné garden et ça a évincé le mot originel en vieil anglais wirt, tune, donc plante et jardin, donc jardin des plantes si vous voulez. Idem pour qui a donné poor, c'est-à-dire pauvre, et poverty, la pauvreté. Ça a remplacé le vieil anglais arm, qu'on retrouve sous la forme arm dans plusieurs langues germaniques, en allemand, en norvégien, en suédois et en danois. Le mot vieux français power a donné power en anglais, mais pouvoir en français. Et ça a remplacé Anwald, Wald étant une racine pour l'autorité, la puissance, etc., dans de nombreuses vieilles langues germaniques. À propos de Wald, on avait un mot en anglais très proche de l'allemand die Wald, la forêt, c'est Wald, c'est donc forêt qui a été remplacé par le vieux français forest qui a donné donc forêt en français et forest en anglais. À noter que le mot forest en anglais s'utilise plutôt pour une surface boisée très importante euh, si on parle juste du petit bois à côté de chez vous, un anglais va plutôt utiliser le mot woods, bois au pluriel. River a donné river, soit rivière, soit fleuve, et ça a éclipsé l'anglais a et a du norrois, lié au norrois a, qui a donné dans les langues scandinaves le mot fleuve eau. Escurel ou escureuil a donné écureuil en français, squirrel en anglais, et ça a remplacé le trait germanique ekhorn. Donc, ek c'est le chêne. Vous avez ekhorn en néerlandais, ekhorn dans les différentes langues scandinaves et Eichhörnchen en allemand. Crier est devenu to try et crier est devenu to cry, pleurer. Alors crier a remplacé le vieil anglais cunyan, essayer, tenter, ou fandian ou cosnian. La jaïole ou gaol en anglo-normand, qui est lié à la geôle en français, a donné le mot anglais jail, prison. D'ailleurs, treason en anglais vient du français prison comme poison, poison, et beaucoup de mots transparents entre les deux langues. Et ça a remplacé
le vieil anglais quartern ou lock. Peuple en français a donné people, le peuple, les gens qui a déplacé les vieux mots anglais léod, léod et folk avec un C à l'époque. Le mot folks existe encore en anglais, mais c'est plus dans le sens les gens et ou ses parents aussi, peut être un synonyme. Le mot normand, l'ancien normand were, avec un W qui vient du francique, a donné war et ça a déplacé, enfin ça a remplacé plutôt les vieux mots anglais pour la guerre comme Whig ou Gewinné. Bataille a donné battle et a remplacé Badou, Badway, Camp, qu'on retrouve comme racine germanique dans Kampf, Kämpfen. Dans le mot Kamp en norvégien, c'est par exemple une lutte, un affrontement. Et si au niveau sportif, c'est un match. Ça donnait les verbes kämpe ou en suédois kämpa, par exemple. L'armée, avec deux E sans accent, est devenu army. Ça a remplacé R ou ar avec un H qu'on retrouve dans d'autres langues germaniques. Aleph a été remplacé par hero, enfin, héros qui est devenu hero. Hein, sinon, bah, les vieux mots germaniques pour héros, c'est plutôt Aleph, Elidun, Eld, Elt, etc. Yelt, aussi en suédois par exemple. Dux, en latin, donc le chef, a donné duc et duke, et donc ça a remplacé celui qui dirige l'armée, Eretoga. Je vous ai dit, hein, beaucoup de mots de l'administration, du militaire, du haut commandement, de l'élite normande, va remplacer des termes germaniques. Animal, donc vient du français, et ça a remplacé le vieil anglais deor, qu'on retrouve dans la même racine que dire en néerlandais, dur en norvégien par exemple, jul en suédois ou encore tir en allemand. Beaucoup de vieux mots français en our sont devenus en français heure et en anglais ils ont gardé cette orthographe. Honor est devenu honor, voilà, l'honneur. Ça remplaçait le mot germanique, le vieil anglais, ar, qu'on retrouve dans le norvégien hare, le suédois era ou l'allemand ere. C'est la même chose pour our qui est devenu hour ou heure. En français, colour, color, couleur. Flavour qui est devenu flavor. On retrouve aussi en français, très peu usité, flavor dans le sens de saveur. La contrée, en français, est devenue country et ça a remplacé le mot terre, pays, land. Le mot anglais pour voyager, c'est to travel. Bah, figurez-vous que ça vient aussi du français, ça vient du vieux français travail, qui vient en fait du travail, parce que euh, dans certaines époques, eh bien, il fallait se déplacer pour trouver du travail, donc il fallait entre guillemets voyager, donc d'où to travel, qui vient du mot travail. Et ça a remplacé faran, fara, se déplacer, transporter.
qu'on trouve dans l'anglais actuel sous le mot fare comme qui désigne une course de taxi, transport par le taxi. Et vous retrouvez ça dans l'allemand fahren, conduire, le norvégien, le suédois, fare, fara, etc. Euh, ou le viennois, fara aussi. Et puisqu'on est dans le voyage, l'autre mot pour voyage en anglais, c'est journey, avec EY. Ça vient du vieux français, la journée, donc la journée, puisqu'à l'époque, ça prenait du temps pour se déplacer. Et donc, ça a remplacé le vieil anglais far pour le nom et fare pour le verbe, donc dans le sens voyager, to fare ou to travel. La compagnie est devenue compagnie, 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 et ça a donné company. Ça a remplacé le vieil anglais werod ou eored, par exemple. Idem pour le français courage. Le vieux français courage a été euh, importé en moyen anglais courage. Donc, ça a donné le français courage et l'anglais qui s'écrit la même chose, mais qui se prononce courage. Et courageux, courageous. Ça a remplacé le vieil anglais Hélène. Et on a l'autre mot pour courageux, si c'est brave, donc brave, et la bravoure, en anglais, c'est bravery. Ça vient du français. Et un mot que vous trouvez souvent, hein, que vous prononcez souvent en anglais, c'est very. Donc very, ça vient du euh, moyen ou vieux français verrait, qui vient de vrai en fait, et sous ces différentes formes que vous voyez à l'écran, very avec A-I, Y-E, E-Y, very, et ça donnait very. Ça a remplacé le mot qui existe encore dans les langues germaniques, var, dans le sens vrai. Je trouve en saxon var, en néerlandais var, en allemand var, en alsacien vor, et donc du proto-germanique var ou varou. Ah, Joyel a donné Duel, qui a donné Jewel, jewelry, donc le joyau, la joaillerie, la bijouterie, que vous retrouvez dans d'autres langues germaniques proches. Alors finalement, alors c'est un schéma que j'ai dressé, mais il y a certainement des exceptions, mais la proximité entre les deux langues fait que, par exemple, IT devient ET, donc électricité, electricity, liberté, liberty. On a aussi freedom qui est plus germanique, qualité, quality, euh, etc. Égalité, equality, et vous pouvez faire ça à l'infini, pratiquement. La cité, dans le sens d'une ville, a donné le mot city, par exemple. Les adjectifs qui se finissent en e ou en euse en français se finissent souvent en anglais en as. Ah, putain, attention. As, délicieux, delicious, nerveux, nervous, dangereux, dangerous, curieux, curious. Alors ça marche pas toujours, hein. Happy, enfin heureux se traduit par happy ou merry. Atrocious, atroce. Donc, il y a aussi des limites. Les mots en ible ou en able, ce qui est possible de faire, horrible, terrible, capable, agreeable, agréable, amiable, aimable. Alors, le latin amare est devenu aimer en français,
mais en anglais, on a gardé le am du radical. C'est pour ça qu'on a amiable et non pas aimable. Ça marche aussi pour le préfixe mais, ou mess, ou mal. Généralement, c'est un préfixe, pardon, plutôt négatif. Par exemple, mécontent, malcontent. Alors, content en anglais veut plutôt dire satisfait, mais ça vient du content en français aussi. Vous voyez que c'est très proche. Mistreat, maltraité. Et par exemple, un mot qui apparaît typiquement anglais, mais qui vient du vieux français, c'est mischief, qui vient du vieux français meschief ou méchef. Donc c'est un méfait, une mauvaise action, du vieux français méchevé, qui veut dire tourner mal. On retrouve la racine chef, la tête, dans ce mot. C'est pareil, tout ce qui est en mais ou en mess se retrouve la même chose en d, de, accent aigu, des ou dis. En anglais, déshonneur, dishonor, déloyauté, disloyalty, dédain, disdain, détresse ou distress en vieux français a donné distress. Parce qu'on verra que les accents en français ont remplacé un vieux S de l'ancien français que les Anglais, eux, ont gardé. Tous les mots qui finissent en OT, c'est OT, généralement, royauté, royalty, loyauté, loyalty, amirauté, admiralty. L'amirauté, c'est par exemple le lord de l'amirauté, c'est le ministre de la Marine en Angleterre. Par exemple, hein, Churchill, avant qu'il devienne Premier ministre sous la Seconde Guerre mondiale. Le son IC pour les noms, donc IQUE en français, vient IC, music, mathematics, rhetoric, pardon, logic, etc. Par contre, si c'est des adjectifs en IQUE en français, c'est all, logique, logical, magic, magical, théorique, theoretical. Les mots en logis, IE, en français, c'est logi avec un Y en anglais, archaeology, biology, etc. Phonology, ce que vous voulez. C'est la même chose pour PHIE et PHY, géographie, philosophie, etc. Les mots R en français ou en OR sont devenus ARI, dictionnaire, dictionary, vocabulaire, vocabulary, glossaire, c'est une sorte de vocabulaire, glossary, la gloire, glory, Grégoire, Gregory, laboratoire, laboratory, etc. Les mots en si, comme démocratie, suprématie, diplomatie, s'écrivent avec CY en anglais, democracy, diplomacy, supremacy. Les mots en son, alors soit avec la cédille, soit avec un seul S ou deux S, sont transformés en son ou chan, comme façon, donner fashion, mode, leçon, lesson, etc. Les mots en sion, se prononcent an, nation, nation, action, action, réaction, reaction, etc. Les mots en ement, donc qui est la marque de l'adverbe, c'est souvent i ou ili, aisément, easily, joyeusement, joyfully, etc. Et enfin, pour les mots oa, oi ou oy, c'est typiquement français, hein, les sons oua, un, en n'existent que en français.
Donc, en anglais, hein, on dit joy de l'ancien français joie avec Y-E, qui est devenu ensuite joie avec I-E, pardon. Et emploi, on retrouve ce Y dans employment et employé, employee. Alors, il y a quelques mots, du coup, typiquement anglais qu'on n'utilise plus en français, mais qui sont issus du vieux français, qu'outre-Manche on a gardé dans la langue anglaise. En français, vous les entendrez très peu, voire pas du tout. Par exemple, acquaintance a donné acquaintance, la connaissance, dans le sens être euh, proche de quelqu'un, connaître quelqu'un. Voilà, to be acquainted, c'est être en relation, c'est quelqu'un que vous connaissez. Forest, forêt. L'île a donné l'île, voilà. Et on retrouve ça dans l'expression anglaise pour les îles britanniques, c'est British Isles. Vous remarquerez que on l'écrit avec un S comme en vieux français, que vous retrouvez aussi dans Île-de-France, qui a donné Île-de-France, ou dans île sur le Sorgue, par exemple. Côte, coast, coast en anglais, à garder le vieux français coast avec le S. Idem pour hôpital, hospital, étalion, stallion, étable, stable, connétable, conestable en vieux français a donné constable. Donc, alors constable aujourd'hui c'est plus un officier de police lambda que le grade militaire. Et disappointment, même si ça a l'air différent du français, eh bien ça vient du désappointement. Alors, et être déçu, disappointed, désappointé. Alors j'imagine que très peu d'entre vous aujourd'hui disent je suis désappointé au lieu de dire je suis déçu. Mais le mot existe à la base en français, même si on utilise plus déçu et déception pour disappointment and disappointed. On a gardé le vieux français en oie, connoisseur pour connaisseur, quelqu'un qui est expert, qui connaît. Le mot chasse ou chasser a donné to chase, chase, c'est la poursuite, la chasse. Vous avez aussi ça dans le nom originel des joueurs du sport magique dans Harry Potter, dans le Quidditch. Et ceux qui marquent les buts, ce sont des poursuiveurs en français, des chasers en anglais, par exemple. Alors justement, l'astuce, c'est euh, pour voir l'origine du vieux français, dont l'anglais a gardé beaucoup la forme, eh bien, il suffit de rajouter un S et d'enlever l'accent circonflexe ou aigu, et vous avez tout à coup la feste est devenue la fête en français, mais en anglais on a gardé le S, feast. L'hospital est devenu l'hôpital, mais en anglais c'est toujours hospital avec un S. Alors par exemple, en France, au XVIe siècle, Catherine de Médicis avait un chancelier qui s'appelait, donc un ministre de la Justice, si vous voulez, Michel de l'Hospital. Donc, c'est une preuve que ça existait sous cette forme en français. Escarlate, écarlate, mais on a gardé le S dans scarlet. Étendard a donné étendard, mais est standard en anglais. Alors ça vient du français standard, donc être debout et dur, donc tenir l'idée de tenir les positions. Un étendard, hein, c'est comme un drapeau, donc c'est un peu
cette logique de position. Escurel, escureuil, squirrel ou écureuil. Étranger, on comprend le mot strange, stranger, étrange, étranger. Vous avez encore une fois, par exemple, dans Harry Potter, Bella- Bellatrix Lestrange, par exemple. Bah, c'est l'estrange. Je crois que c'est aussi le nom du directeur de Scotland Yard dans Sherlock Holmes, si ma mémoire est bonne. Forest, donc forêt ou forest. Là, on voit les accents. Disgust, disgustant, a donné disgust, disgusting. Les Anglais ont gardé les S. Nous, on a transformé ça en dégoût avec des accents ou dégoûtant. Bâtard s'écrivait bastard, ou bastard. Bon, essayez de ne pas employer ce mot en anglais, c'est plutôt une insulte. Idem en italien, pardon. Bastardo, c'est pas très positif. Je vous laisserai vous-même chercher la traduction. Couster, coust, le coup, cost, estonner, étonner, astonish, honest, honesté, honnête, honnêteté, honest, honesty, ça marche aussi. Taster, c'est le fait de goûter. Tâter, goûter, taste. Taste en anglais, goûter. Respi, despi, a donné donc répit et épi avec un accent. Mais en anglais, on a gardé le vieux français respite and despite. Idem pour quête, quest, quest, quête, quest, requête, request, request. Et les vieux mots français requérir, enquérir, c'est-à-dire chercher des informations, enquêter, ben ça se trouve encore en anglais sous le mot inquiry ou to inquire, c'est s'enquérir dans le sens enquêter, chercher des informations. Et le mot enquête, c'est investigation, donc du français, vous voyez, investigation. Donc, on peut on voit très facilement encore aujourd'hui l'influence du français dans la langue anglaise. Et donc, d'un point de vue lexical, on est très proche. Ce sont des langues très proches. Alors, elles ont beau être proches, ça ne veut pas dire que tous les mots qui s'écrivent pareil, qui sont un peu transparents dans le sens ils s'écrivent pareil, euh, veulent dire la même chose. Vous avez beaucoup de ces faux amis, c'est comme ça qu'on les appelle, deux termes qui sont très proches, mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Par exemple, actually signifie euh, en fait, in fact, indeed en anglais, alors que actuellement, bah, c'est maintenant, à ce moment présent, etc. Donc, si on vous dit en anglais actually it's quite the opposite, ça veut dire en fait c'est plutôt le contraire, l'inverse. Alors que si je veux dire je vis actuellement en France, I live right now at this moment in France, par exemple. Quelqu'un de sensible en anglais, c'est quelqu'un qui est sensé, qui est raisonné, qui a du jugement. Is a sensible man, ça veut dire c'est un homme sensé, raisonnable, qui réfléchit, etc. Si vous voulez dire il est sensible en anglais, dans le sens français d'avoir des sentiments, c'est sensitive. Ah, donc, il faut faire attention non plus à pas tomber dans l'excès de je traduis mot à mot et comme c'est des mots qui s'écrivent pareil, ça veut dire la même chose. Non, absolument pas.
C'est la même chose pour library, bibliothèque, et librairie, bookshop. Euh, ce ne sont, ce sont des mots qui apparaissent proches, mais qui ont pris deux sens différents. Alors c'est sûr que quand on emprunte une langue, après on en déforme le sens. Par exemple, peut-être qu'en anglais originel, quand on a pris le mot demander, bah, c'était une demande, une requête. Mais si vous dites to demand, aujourd'hui en anglais, c'est exiger. Donc ça n'a plus rien à voir, par exemple. Comprehend, comprehensive, euh, c'est englober un tout, en fait. Ce qui est différent de compréhensif dans le sens, je comprends, avoir de la sympathie, etc. Le compréhensif français se traduira plutôt par understanding en anglais. Alors, justement, je parlais de sympathie. La sympathie, c'est quelque chose qui est plutôt de la gentillesse et donc, en anglais, sympa, sympathique se traduira par nice. Si vous dites sympathetic, c'est compatissant. Sympathy, c'est de la compassion. Alors, c'est la même racine latine, hein, le pathos, le patient, tout ça, c'est la souffrance à l'origine. En fait, la compassion, c'est de souffrir avec en latin. Argument, dans le sens to have an argument, c'est euh, avoir une dispute, se disputer. Voilà. Donc, alors le mot argument tout seul peut vouloir être traduit par argument, mais si quelqu'un vous dit we had an argument last night, ça veut dire on s'est disputé, on a eu une dispute la nuit, enfin hier soir, la nuit dernière. Mercy, ça veut dire la grâce, c'est faire action de grâce, de pitié aussi. To show mercy, c'est faire preuve de pitié. Euh, donc ça n'a rien à voir directement avec merci, voilà, le fait de remercier, même si on a une origine latine commune, comme merc, on trouve dans mercantile, mercier, mercière, merchant, dit en anglais merchant, et ça donnait le merchandising. Il y a des racines latines, forcément, hein, puisque le français introduit est d'origine latine. Alors oui, taxe en anglais veut surtout dire impôt. Ça peut arriver que le mot veuille dire taxe dans le sens français, comme la taxe à valeur ajoutée, hein, la VAT, la TVA. Mais généralement, euh, taxe, to levy tax, c'est lever l'impôt et pas une taxe. Une taxe dans le sens français de la langue française, ça va être plutôt a fee ou a charge. Voilà. He charged me 10%, c'est il m'a taxé 10%. Dans le sens, il m'a mis une taxe de 10%. Voilà. Charge. Alors, aimer, dans le sens aimer quelqu'un passionnément, c'est to love, parce que ou c'est adorer, aimer, adorer, vraiment une grande passion. Alors le verbe to adore en anglais va plutôt être encore un cran en dessus, c'est carrément de la vénération. C'est un synonyme de to worship. Alors en anglais, continuer, alors vous avez continue qui est très proche, to go on et vous avez aussi to resume, donc qui ne veut pas dire donc résumer mais bien continuer.
Si vous voulez dire résumer quelque chose, c'est to sum up. Et un résumé et, l'accent aigu, c'est, en tout cas en français, a summary. Alors les Anglais ont pris beaucoup de mots français avec un sens différent. A résumé en anglais, un résumé, c'est plutôt dans le sens d'un CV. Alors, c'est pas faux, hein, un CV, c'est un résumé de votre parcours professionnel. Mais ils nous ont emprunté le mot, et si vous entendez dans une conversation professionnelle résumé, en anglais, c'est, on parle de CV. Alors, dans ces faux amis, on a aussi par exemple to assume, qui veut dire je suppose. Si on vous dit en anglais I assume that, c'est je suppose que, non pas j'assume. Assumer, dans le sens français, c'est prendre des responsabilités, c'est être responsable, donc c'est to take responsibility en anglais. Idem pour dissertation en anglais, c'est plutôt un essai, alors que si vous voulez dire j'écris un essai ou j'écris une dissertation à la française, eh ben cette fois-ci, ça va être, ils ont pris le mot essai, donc il faut être très attentif à ces mots, ces faux amis, euh, qui existent dans les deux langues. Alors, dissertation, ça peut être aussi un mémoire, comme vous voyez dans l'exemple. Idem, je vous disais, journey, ça vient de la journée, mais ça veut dire voyage. Journal, en anglais, ça a plus le sens de revue, une revue scientifique, par exemple, alors que le mot journal, notre mot journal français va se dire newspaper. Et issue, un issue, c'est un problème, problem. What's the issue, c'est what's the problem, quel est le problème. Alors que si vous voulez dire une issue dans le sens une sortie, plutôt exit, ou dans le sens solution échappatoire, c'est way out, littéralement le chemin pour sortir. Alors, en plus des faux amis, alors je sais pas pourquoi, sans doute pour faire genre, comme on dit, on a décidé en France, pour faire bien, de créer des mots qui ont un caractère anglais, mais qui n'existent pas, en fait, absolument pas dans la langue anglaise originale. C'est ce qu'on appelle des faux anglicismes français. C'est des mots qui ont l'air anglais, mais qui se disent pas du tout euh, outre-Manche ou dans le monde anglo-saxon, anglophone. Donc, par exemple, le footing, si vous regardez un dictionnaire anglais, footing se traduit par désigne la fondation, l'état, l'équilibre, hein, ça vient du pied, le fait d'être sur un bon pied, stable, etc. Ça, c'est footing. Si vous voulez dire dans le sens je vais courir, bah, le mot plus adéquat que je vous recommande, c'est jogging. Alors, pareil, le relooking, on se dit, bon, il y a ing, ça sonne anglais, le look, l'apparence, très bien. Encore une fois, rien à voir, c'est une pure invention française, et parce que le vrai mot pour changer complètement d'apparence en anglais, c'est makeover ou to make over pour le verbe. Donc, rien à voir. Si vous voulez parler de vos baskets, dans le sens chaussures de sport, en fait, le mot basket est l'abréviation de déjà basketball. Donc, le sport, on met la balle ball dans un panier, basket. Euh, c'est la simplification de basketball shoe, chaussures pour le basketball. Parce que si vous traduisez littéralement le mot basket de l'anglais vers le français, c'est une corbeille, un panier.
rien à voir avec des chaussures de sport. Si vous voulez utiliser les chaussures de sport, c'est plutôt trainers, donc pour s'entraîner, c'est la même racine. Euh, Dans le RP, Received Pronunciation, donc l'anglais pur, si vous voulez, officiel. Si vous voulez utiliser un anglais plus américanisé des États-Unis, on dit sneakers. Mais moi, je vous conseillerais, tant qu'à faire, d'apprendre l'anglais pur, euh, officiel, parce qu'on verra, il y a beaucoup de différences et que ce soit l'anglais des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ils ont leurs propres termes, leur propre argot et c'est pratiquement un dialecte à part de la langue anglaise britannique. Idem pour sketch. Donc le mot sketch en français, faire un sketch, c'est plutôt raconter quelque chose d'humoristique ou c'est les comédiens qui font des sketchs. En anglais, ben, le mot sketch, c'est une esquisse, plutôt dans le domaine du dessin, par exemple. Idem pour happy hand. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais happy hand, fin heureuse, n'existe absolument pas en bon anglais. On dit happy ending euh, euh, en RP ou standard English. Donc, vous pouvez l'oublier, hein. Ça n'existe pas. C'est un faux mot anglais créé en français. Idem, si vous voulez traduire punching ball, bah, vous vous dites, bah, c'est anglais. Hein, forcément, ça a connotation. On peut pas faire plus anglais que ça. Alors que ça n'existe pas du tout. Euh, le mot, euh, le mot correct, c'est punching bag, en anglais correct. Donc attention euh, à ne pas utiliser euh, des mots complètement faux aussi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est des conseils. Parking, bah, en fait, c'est l'abréviation, enfin, la contraction de parking lot. Donc, une place de parking, car parking, le fait de se garer. Donc, euh, oui, ça aussi, c'est du point de vue purement de la langue anglaise, euh, c'est un faux anglicisme aussi. Voilà. Puisque où on utilise le mot tout court, originel, ou on le francise, là, c'est un mélange des deux qui est un peu hybride. Idem pour le smoking, qui est la contraction ou la réduction de smoking jacket, donc une veste, qui est devenue smoking. Smoking, en anglais, c'est l'action de fumer, tout simplement. Donc pour moi, c'est non pertinent. Éventuellement, en anglais, on a deux mots, smoking jacket ou tuxedo, plus aux États-Unis. Et le fameux shampoing, pareil, c'est un faux anglicisme, je sais pas où on l'a trouvé, parce que shampoing, c'est tout simplement la prononciation française de shampoo, et qui désigne en fait le gel pour se laver les cheveux, et auquel on a rajouté l'action ing, parce que shampooing, en anglais, correct, c'est l'action de mettre ce gel-là, du shampoo. Donc, c'est pas le gel en lui-même, c'est l'action. Donc, encore une fois, ça paraît anglais, mais c'est pas génial non plus.
Alors, ce que je vous propose, c'est de couper la vidéo en deux parties pour cet épisode 2. Donc, on verra l'anglais, langue officielle de l'Angleterre et le moyen anglais, comment ça sonne, avec notamment une vidéo enregistrée de la lecture des Canterbury Tales de Chaucer dans une autre vidéo. Parce que ça fait déjà 1 heure de vidéo et donc ça pourrait prendre facilement plus de temps. Donc, je vais m'arrêter là et donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et sinon activez la cloche des notifications. Moi, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de voir la deuxième partie et que je posterai demain ou mardi, très rapidement. Et donc, je vais finir là-dessus en vous remerciant de m'avoir écouté et donc en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne Aka Lingo Story.